Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La division des investigations spéciales de la direction de la surveillance du territoire DST a présenté ce matin les résultats d'une investigation menée avec l'appui du projet Équipe conjointe d'investigation ECI Niger. Il s'agit d'une importante filière de fraude documentaire et de trafic illicite de migrants qui a été démantelée et présentée au procureur de la République, Cheikh Moussa. Le résumé de cette cérémonie avec Nafissatou Yahya. C'est avec l'appui du projet Équipe conjointe d'investigation ECI Niger que la division des investigations spéciales de la direction de surveillance du territoire DST a démantelé cette filière de fraude documentaire et de trafic illicite de migrants. Composée de plusieurs nationalités, cette filière est structurée en groupes et par catégorie d'activités avec des rôles précis. Nous avons réussi en fin de compte à identifier d'autres personnes qui sont impliquées dans ce même faux à Niamey et dans certaines villes du Niger. Alors, à l'issue des investigations, après une dizaine de jours d'investigation, on a interpellé une vingtaine de personnes qui seront présentées aujourd'hui au procureur de la République. Alors, le mode opératoire par secteur d'activité, il y a un aspect qui concerne la santé publique, des personnes qui falsifient des tests, des résultats de rendu de tests Covid pour voyager avec ces faussaires. D'autres personnes se font concevoir des faux carnets de vaccination Covid pour demander des visas ou pour se rendre dans des pays qui exigent la production de ces documents par les voyageurs. Et de l'autre côté, d'autres personnes qui se font établir des faux documents afférents à la circulation, à la mise en circulation des véhicules, à savoir de catégoriser des fausses plaques d'immatriculation. Ces personnes-là, entre-temps, des clients, il y a des particuliers, des agences de voyage officiellement accréditées, et des organisations de la société civile, genre les associations et autres, qui ont souvent le besoin pressant d'utiliser ces tests. D'autres personnes ont été testées positives au niveau du CERMES, mais après, ils vont chez ces faussaires-là pour se faire établir des faux tests Covid et voyager avec. Vous imaginez un peu le dégât que cela commet. Alors, globalement, en dehors de tout autre préjudice, le préjudice qu'on avait évalué fait des centaines de millions sur le dos de l'État. Donc ça doit s'arrêter. L'occasion a été saisie par le procureur de la République pour saluer et encourager les efforts de la DST. C'est une enquête que j'ai eu à suivre et à diriger directement avec la DST. Et j'ai suivi la trajectoire de l'enquête. Cela m'a permis d'apprécier à sa juste valeur la rage d'aller vers la manifestation de la vérité qui a animé les enquêteurs. Cela également m'a permis d'apprécier à sa juste valeur le professionnalisme de vos enquêteurs et aussi le courage qu'ils ont eu à aller vers d'autres milieux pour essayer de cerner l'ensemble des contours de ces grands réseaux de personnes qui se livrent à des documents faux et qui créent tous les désordres nécessaires dans le fonctionnement de l'administration. Et donc je suis venu au nom du parquet pour dire merci à vos enquêteurs, pour apprécier à sa juste valeur cette prouesse, pour vous encourager aussi à persévérer dans la même lancée. Au vu de tout ce qui précède, la DST appelle la population à plus de collaboration pour une meilleure sécurité. Aussi, les représentations diplomatiques et consulaires, les services publics et les partenaires privés de l'État ayant une mission de délivrance de documents administratifs doivent renforcer le niveau de sécurité des documents, mais aussi des procédures de leur délivrance. Aux éléments de la direction de la surveillance du territoire, la journée internationale de la douane est commémorée ce 26 janvier 2022 à travers le monde. Au Niger, la direction générale de la douane a organisé ce matin un atelier rehaussé par la présence du ministre des Finances et de plusieurs invités. Et le résumé de cette cérémonie avec Ismaël Mouni. Rester en marge de la commémoration de ce grand rendez-vous international de ceux-là même qui participent activement au développement économique de leur nation, c'est que ne saurait cautionner la douane nigérienne à travers la célébration de la journée internationale de la douane.
Cette journée constitue une opportunité pour la communauté douanière internationale et ses partenaires de mener des réflexions sur des sujets en rapport avec le thème consacré cette année par l'Organisation mondiale des douaniers OMD. Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est le thème retenu par le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour l'année 2022. Ce thème appelle les administrations douanières à examiner la manière selon laquelle elles doivent opérer dans un environnement entièrement numérique, tout en adoptant des modèles opérationnels qui capturent et exploitent les données de l'ensemble de l'écosystème commercial. Le thème choisi cette année vient à point nommé pour l'administration des douanes nigériennes, car celui-ci reste en phase avec la nouvelle dynamique dans laquelle elle s'est inscrite depuis quelques années. En effet, la Direction générale des douanes s'est engagée dans un processus de réforme et dans une dynamique de modernisation visant à faire de la douane nigérienne une administration moderne, efficace au service du développement économique et social du pays. Compte tenu du rôle important que joue la douane et surtout dans sa quête de performance et de l'excellence, le ministre des Finances les exhorte à l'ensemble de la douane nigérienne, dans son ensemble, à s'approprier les concepts du thème développé aujourd'hui, donc la Journée internationale des douanes, sur l'utilisation du numérique et la mise en place d'un environnement, d'un écosystème performant pour avoir une solide culture des données, mais aussi pour endiguer et mettre en place des systèmes d'information qui utilisent intensivement ces technologies au service d'une douane qui soit moderne, mais également performante. Les agents de douane, mais aussi les partenaires de ce corps ont reçu des certificats de mérite de la part de l'OMD. Les activités de cette journée se déroulent sous forme hybride car ceux qui ne sont pas dans la salle à Niamey peuvent suivre en vidéoconférence. Un mot de santé dans ce journal, plus de 600 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot en matériel médicaux et médicaments offerts cet après-midi à l'hôpital général de référence de Niamey par l'ambassade de Chine. C'est le ministre de la Santé publique qui a réceptionné ce don en présence du président du conseil d'administration de l'hôpital général de référence. Le résumé de cette activité avec Adam Soumana. L'on ne connaît ses vrais amis que dans des moments difficiles, dixit une sagesse. Toute chose que la République populaire de Chine a toujours fait montre au Niger et à son peuple, notamment durant ces années marquées par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, par la présente cérémonie, c'est une importante quantité de médicaments et matériels médicaux que la Chine met gracieusement à la disposition des populations nigériennes par le biais de l'hôpital général de référence de Niamey, dont le président du conseil d'administration et le ministre des tutelles n'ont pas manqué de louer la marque d'attention de la coopération chinoise à l'endroit de l'hôpital général de référence de Niamey en particulier et le système sanitaire nigérien en général. En ce qui nous concerne du domaine de la santé, la coopération médicale était matérialisée par le soutien de nos formations par de fortes délégations médicales qui ont officié avec les nationaux pendant des décennies dans plusieurs régions de notre pays. La construction de l'hôpital général de référence, avec la vision à lui assignée par les plus hautes autorités du pays, est venue couronner le tout. Cette donation de matériel et de produits pharmaceutiques n'est pas la première, monsieur le ministre. Et elle ne doit pas aussi occulter l'aspect formation en Chine, dont plusieurs de nos professionnels en ont tiré les bénéfices. Il faut dire que la République populaire de Chine a toujours été aux côtés du gouvernement du Niger, aux côtés de l'hôpital de référence, depuis sa création à travers de nombreux appuis. Cette étroite coopération traduit une fois de plus la volonté inébranlable de la Chine à participer aux efforts entrepris par le gouvernement du Niger dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population. Permettez-moi de témoigner, au nom du gouvernement de la République du Niger, toute notre reconnaissance et notre gratitude pour ce don qui soulagerait, j'en suis sûr, de nombreux patients de l'hôpital général de référence. Occasion pour le diplomate chinois au Niger de magnifier la coopération entre les deux pays en matière de santé dont il a d'ailleurs tenu à faire la genèse. La coopération sanitaire est un domaine traditionnel et prioritaire entre nos deux pays. En 1974,
les premiers médecins chinois ont déjà commencé à soigner les patients nigériens dans les régions les plus reculées du pays. Ces dernières années ont vu d'améliorer davantage les conditions de prise en charge des malades nigériens. La Chine a construit cet hôpital qui abrite aujourd'hui notre cérémonie et où travaille actuellement l'équipe médicale chinoise. La COVID-19 persiste encore et même rebondit de façon incontrôlée avec la multiplication des variants ça et là. Je vous affirme, au cours de ce combat opiniâtre, le Niger peut compter sur l'accompagnement de la Chine. Cet important don vient ainsi renforcer davantage les capacités de l'hôpital général de référence en matière de prise en charge des patients pour des soins de qualité au grand bonheur des populations nigériennes. Cérémonie de lancement cet après-midi à Niamey d'un nouveau produit de la société de transformation alimentaire La Laitière du Sahel. Ce nouveau produit s'appelle Foura Soga et la cérémonie de lancement de ce nouveau produit a eu lieu en présence de plusieurs invités. Le point avec Aboubakar Ibrahim. La présente assise consacre ainsi le lancement officiel du tout nouveau produit de la société de transformation des produits alimentaires La Laitière du Sahel au nom du Foura Soga. Une société spécialisée dans la transformation des produits laitiers et que la promotrice directrice générale n'a pas manqué de présenter avant de concentrer son allocution sur les 10 produits. La Laitière du Sahel est une société de transformation et de vente de produits agroalimentaires certifiés ISO 9001 version 2015 depuis 2016. Démarrée uniquement avec des produits faits à base de lait tels que le yaourt aux céréales communément appelé dégué, la Laitière du Sahel a réalisé une première extension de ses activités à la production de jus à base de fruits naturels tels que le gingembre, hibiscus, tamarin, le baobab et de l'eau de table en 2018. Le foura est un aliment à base de mil hautement ancré dans les habitudes alimentaires et apprécié par la population nigérienne. Ceci est bien illustré par la prolifération des vendeuses traditionnelles dans les villes du Niger sans que la demande de la population ne soit satisfaite. En plus du Niger, le foura a percé les marchés de certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso. Faisons honneur de sa présence à cette cérémonie de lancement. Le représentant du ministre du Commerce dresse ses félicitations et ses encouragements. La présente reconnaissance et félicitations va à votre partenaire, l'ONG GRET, et ses partenaires, dont le support technique aura traduit le soutien constant à la lutte pour l'amélioration de la nutrition au Niger, en particulier de la jeune mère et du nourrisson. Après donc une prestation musicale et une séance de dégustation du produit objet du présent lancement, les invités livrent leurs impressions. La quantité de lait qui devrait être dans un foura traditionnel, elle est acceptable, elle est parfaite, même je dirais. Le sucre également, c'est pas très sucré, donc ça rend un produit tout à fait consommable qui nous permet de nous désaltérer. Le foura en tout cas du Niger, il est encore plus spécial. Moi, je suis dans la logistique événementielle et quand je reçois la CEDEAO, la première des choses que comment on appelle ça, le commissaire et puis le protocole me demande, il faut d'abord que j'achète le foura avant qu'on commence en tout cas de discuter. Toutes mes félicitations à Madame Diori et bon vent pour la laitière du Sahel et puis que Dieu nous montre encore un autre nouveau produit qu'on se rassemble ici encore plus pour le fêter. Le Foura Soga, une boisson lactée riche en vitamines et en fer, est de les objectifs fixés au travers de son lancement et de répondre efficacement aux habitudes alimentaires des Nigériens. La Laitière du Sahel est une société en constante innovation depuis sa création en vue de s'adapter aux besoins de la clientèle. L'actualité dans nos régions, dans le cadre des journées d'action citoyenne initiées par le mouvement tournant la page TLP Niger, une conférence publique a été organisée le dimanche 23 janvier dernier à Dosso. Le thème de cette conférence est « Le Niger face aux défis de la gouvernance et de la sécurité ». Le résumé avec notre correspondant régional, Abdou Moussa.
Le siège Tournons la page d'Osso a servi de cadre ce dimanche 23 janvier 2022 à une conférence publique dont le thème est « Le Niger face aux défis de la gouvernance et de la sécurité ». Organisée par le bureau régional Tournons la page, cette conférence a vu la participation des différentes structures au niveau régional, notamment la société civile, les structures des jeunes, les scolaires, les organisations de défense des droits de l'homme. Animé par deux éminents conférenciers, M. Taïbou Yaye Ali, secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université de Dosso UNUD, M. Saïbou Yaye, président régional des jeunes d'Osso, et M. Saïbou Adamou Issifou comme modérateur. Il faut comprendre que la gouvernance, en tout cas, il y a trois types de gouvernance. Il y a la gouvernance politique, qui est vraiment les différents pouvoirs, les différentes instances décisionnelles. Il y a la gouvernance économique, qui parle en tout cas de toutes les économies financières et des ressources du pays. Il y a aussi la gouvernance sectorielle, la gouvernance administrative, qui vraiment traite les questions de l'administration, des services et consorts. Et là, il faut se dire aussi, il y a des points qu'il faut, c'est-à-dire il y a des points clés qu'il faut soulever dans chacune de ces thématiques-là. Dans la gouvernance, il faut comprendre que la gouvernance, c'est la gestion du pouvoir, c'est la gestion des biens publics, c'est la gestion de l'administration. En tout cas, de manière générale, c'est la gestion. Il faut se dire aussi, il y a la question du développement. Parce qu'on ne peut pas parler de gouvernance sans, en tout cas, évoquer la question du développement. Il y a aussi la question, en tout cas, de l'économie de manière générale. Parce que qui dit gérer, dit vraiment des économies et des ressources. Donc, en quelques mots, on peut parler de deux niveaux de gouvernance. Bonne gouvernance ou mauvaise gouvernance. Quand ces thèmes ou ces points clés-là, en tout cas, ont une posture négative, on peut parler de gouvernance, de mauvaise gouvernance. Et au contraire, quand ces points-là, c'est-à-dire ces points clés-là, ont une posture vraiment, une posture positive, on peut parler de bonne gouvernance. Donc, en ce qui nous concerne, les défis auxquels fait face, en tout cas, nos pays africains, de manière générale, nos pays du Sahel, et en tout cas, notre pays qui nous concerne, le Niger, il faut se dire qu'en premier lieu, le défi majeur, c'est le défi vraiment, dans la gouvernance, c'est le défi de la question de bonne gestion. Parce qu'il y a des ressources, on sait tous que vraiment depuis l'école primaire, on a étudié les ressources minières, on a étudié toutes les ressources que le Niger en dispose, mais malheureusement ces ressources-là sont mal gérées. Cette conférence a été aussi une tribune du donner et du recevoir, car après les exposés, la parole fut donnée à l'assistance pour réagir sur la thématique. Auparavant, ou bien dans certaines localités, vous allez constater que si on appelle ton nom dans un cas, une affaire de corruption, c'est la plus grande honte de toute ta vie. Mais aujourd'hui, le Nigérien n'a plus honte de cela. Je voudrais en cas ouvrir des guillemets pour parler tout récemment de ce qui s'est passé concernant le comité interministériel qui a été organisé dans le cadre, bon, je ne sais pas si les gens sont informés, dans le cadre du recrutement organisé par le gouvernement des 2150 enseignants du secondaire. Il y a un comité interministériel qui a été implanté au niveau du Ben, au niveau de Niamey même j'allais dire, mais à un moment donné, les négociations en cas étaient en train de se poursuivre, mais à un moment donné, on a eu un certain nombre de problèmes. Notons enfin que la conférence s'est poursuivie jusque tard dans la nuit au vu de l'importance du thème qui est d'actualité. Dernier aspect de cette édition d'information, notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique, elle porte aujourd'hui sur le bail à l'usage professionnel, un thème développé par Maître Suleiman Sadou, avocat à la Cour. Très bonne réception, mesdames, messieurs, bonsoir. Le bail à l'usage professionnel. D'abord, en ce qui concerne le bail, il faudrait savoir que c'est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le bailleur
décide de mettre à la disposition d'une seconde personne qu'on appelle le preneur ou généralement le locataire, un immeuble, un bâtiment, moyennant le paiement d'un prix qu'on appelle loyer fixé d'un commun accord entre les parties. Alors le bail devient un bail à usage professionnel lorsqu'au moment de la signature du contrat, les parties ont convenu que l'immeuble servira à une activité commerciale, une activité artisanale, une activité industrielle ou de manière générale à une activité professionnelle. Lorsque vous prenez en location un endroit pour exercer une activité professionnelle, une activité commerciale, une activité industrielle, on dit que le bail est un bail à usage professionnel. Ce bail-là doit pouvoir se distinguer clairement du bail à usage d'habitation. Parce que le bail à usage d'habitation, vous prenez les lieux dans la perspective non pas d'exercer une activité professionnelle, mais plutôt d'y habiter ou de résider dans l'endroit. Il s'agit de deux bails qui ne sont pas soumis à un même régime juridique. Le bail à usage professionnel est régi par les dispositions de l'acte uniforme sur le droit commercial général, alors que le bail à usage d'habitation sont les dispositions du droit interne de notre État qui régissent et encadrent cette question. Alors, en ce qui concerne le bail à usage professionnel, il s'agit d'un bail qui peut être conclu soit oralement ou par écrit. Les parties ont l'option, soit ça peut être oral ou ça peut être par écrit, mais lorsque le bail est oral, la loi présume qu'il s'agit d'un bail à durée indéterminée, d'autant plus que le bail à usage professionnel peut être conclu soit pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque les parties prévoient dans le contrat une durée bien déterminée, on dit qu'il s'agit d'un bail à usage professionnel à durée déterminée. Lorsque les parties n'ont pas prévu de terme fixe, lorsqu'il n'y a aucune durée prévue dans le contrat, ou lorsque le contrat n'est pas écrit, on dit que c'est un contrat à durée indéterminée, un bail professionnel à durée indéterminée. Alors, lorsque le contrat est conclu entre les deux parties, entre le preneur et le bailleur, il s'ensuit que chacune des parties a un certain nombre d'obligations à respecter. Le bailleur, qui est le propriétaire de l'endroit, a un certain nombre d'obligations. Et la première obligation, c'est l'obligation de livrer les locaux en bon état. Les lieux, en résumé, l'immeuble, le bâtiment, doit être à bon état pour que le preneur puisse en faire usage. Vous ne pouvez pas livrer ou donner des bâtiments qui ne sont pas en bon état, où les fenêtres, la toiture, tout est dégradé. Et donc, au moment de la signature du contrat, il faudrait que vous livrez les locaux en bon état. Et lorsqu'il s'agit d'un bail conclu oralement, on dit que c'est présumé, les lieux sont présumés en bon état, ou lorsque vous prenez l'endroit sans émettre des réserves, on dira que voilà, il y a une présomption de bon état qu'il a. C'est la première obligation qui incombe au bail. La deuxième obligation, c'est la réparation, c'est de procéder aux réparations. Dans le cadre de l'exécution de votre contrat, il se peut qu'il y ait des dégâts qui surviennent en cours de location. Ces dégâts, lorsqu'il s'agit de grosses réparations, ces dégâts sont toujours à la charge du bailleur. Généralement, les gens s'accordent à dire qu'il y a grosse réparation à partir du moment où la dépense, votre dépense excède 10% du montant du loyer. Lorsqu'il faille arranger, par exemple, les fenêtres ou une serrure, lorsque la somme que vous allez éjecter dépasse 10% du montant du loyer, on dit que c'est une grosse réparation, c'est automatiquement à la charge du propriétaire ou du bailleur. Et donc les grosses réparations qui sont nécessaires sont à la charge du bailleur. Le bailleur a également une troisième obligation qui consiste à vous garantir contre les troubles de jouissance. Contre les troubles de jouissance, lorsque on vous donne une maison à titre de bail à usage professionnel, il faudrait qu'il n'y ait pas de vices, des défauts qui sont cachés et qu'on ne vous a pas mis dans la position de découvrir au moment de la signature du contrat. Parce qu'il y a des bailleurs qui sont des spécialistes aussi
dans ces situations, où il y a d'autres personnes qui viennent troubler votre quiétude. Une tierce personne peut venir dire la maison qui vous a été donnée en location m'appartient. Ce n'est pas le propriétaire, il n'a pas le droit de vous donner ça en location. Et donc il s'agit d'un certain nombre de trous que le bailleur doit garantir pour que le preneur puisse user des lieux comme il entend. En ce qui concerne le preneur, lui, le preneur, la première des obligations qui vient classiquement à l'esprit de tout le monde, c'est de payer le loyer. Mais il faudrait que le paiement du loyer puisse se faire à temps. Il faudrait qu'à la fin du mois, le preneur puisse payer le loyer à temps. Il ne faut pas attendre le 20, le 25, plus de 20 jours, 25 jours de retard. Ce n'est pas du tout respectueux de la légalité. À la fin du mois, il faut payer le loyer ou le temps, la période de paiement que vous avez fixée dans le contrat. Il faudrait que vous puissiez respecter cela. Deuxième obligation pour les preneurs, c'est qu'il doit utiliser les lieux comme un bon père de famille. Un preneur, c'est vrai, le bâtiment ne lui appartient pas, il exerce une activité commerciale, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre soin de l'endroit. Et donc, on dit que le preneur a une obligation de bon usage des lieux et de manière générale, un bon père de famille. Vous devez agir comme si vous étiez un bon père de famille. De la manière un bon de famille aurait dû agir lorsque vous êtes dans un lieu appartenant à une tierce personne, vous devez vous comporter de cette manière. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre local que vous allez laisser qu'il y ait des dégradations, ainsi de suite. Voilà, parce que vous estimez qu'on l'un dans l'autre, c'est une location, je n'ai pas besoin de m'encombrer avec tous ces éléments. Et les petites réparations sont également à votre charge. Comme je l'ai dit, petites réparations, moins de 10%, vous n'avez pas besoin d'appeler le bailleur pour qu'il puisse venir effectuer ces réparations-là. Alors, lorsque toutes ces questions sont respectées, il se pourrait que le contrat que vous avez signé, si c'est à durée déterminée, ça peut arriver à terme. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui décide de prendre un endroit à location pour exercer une activité commerciale. Le contrat est signé pour une durée d'1 année. Et qu'au fur et à mesure, son commerce commence à prospérer. Et malheureusement, les 1 année arrive. Et qu'on demande à cette personne-là de quitter les lieux. Vous voyez ce que ça fait en termes de préjudice et en termes de pertes pour cette personne-là. Donc c'est pour ça que la loi, en ce qui concerne les bails à usage professionnel, on dit que le preneur, celui qui est dans l'endroit, il a droit au renouvellement du bail. Lorsque le bail arrive à expiration, il a droit au renouvellement lorsqu'il remplit 2 conditions. La première condition, il faudrait qu'il ait exploité les lieux pendant au moins 2 ans et conformément aux stipulations du contrat. Lorsque vous prenez un endroit en location, vous dites que vous voulez exercer par exemple une activité commerciale qui consiste à vendre des bassins, on vous donne les lieux, et que par après on constate que vous avez transformé ça en débit de boisson, ce n'est pas conforme à la stipulation du contrat. Et quand ces situations se posent, à la fin du contrat, il peut y avoir bien entendu une situation de refus de renouvellement de la part du propriétaire de l'endroit. Et donc il faudrait qu'il y ait une exploitation des lieux pendant 2 mois et conformément à la stipulation du bail. Et si vous voulez bénéficier du renouvellement, vous devez suivre une procédure. Si vous signez un contrat de bail à usage professionnel pour une durée de 2 ans et que les 2 ans sont presque à terme, vous devez faire une demande de renouvellement de votre bail 3 mois avant l'expiration du délai de bail, que vous devez envoyer au preneur à travers un acte d'huissier ou tout autre acte qui permet de laisser une trace écrite. Il faudrait faire la demande de renouvellement 3 mois avant l'expiration du bail. Si vous ne le faites pas, vous êtes déchu. C'est votre propre faute. Vous n'avez pas fait la demande de renouvellement 3 mois avant. Vous êtes obligé de libérer les lieux. C'est pour cette raison qu'il faudrait que la personne fasse diligence lorsque tu as un contrat de bail professionnel à durée déterminée, 3 mois à l'avance ou peut-être 4 mois à l'avance, tu écris au propriétaire pour dire que nous avons signé un contrat pour telle durée et que j'aimerais qu'on me renouvelle le contrat. Et donc lorsque vous faites ce courrier, le propriétaire de l'endroit, lui également, il a un délai au plus grand tard, 1 mois avant la fin du contrat, il doit vous répondre. S'il ne répond pas, la loi suppose qu'il a accepté de manière automatique. Suppose qu'il y a renouvellement du contrat. Ça, c'est le premier aspect en ce qui concerne le contrat
des bails à usage professionnel à durée déterminée. Lorsque c'est à durée indéterminée, cette fois-ci, si vous, en tant que preneur, vous décidez de quitter, bon, c'est certainement parce que votre activité commerciale ne marche pas, vous pouvez décider de partir. Mais le contrat peut être à durée indéterminée et que cette fois-ci, c'est le propriétaire de l'endroit qu'il veut que vous quittiez. Là également, la loi dit qu'il doit vous informer, il doit vous donner un congé 6 mois avant la date à laquelle vous voudrez que vous libériez les lieux. Il ne peut pas venir un jour et dire bon, je vous donne 1 mois, il faut libérer, ou je vous donne 2 mois, je vous donne 3 mois. En matière de bail à usage professionnel, le congé est de 6 mois avant la date à laquelle vous voudrez que la personne libère les lieux. Et même si vous le faites, le preneur qui est dans le lieu peut s'opposer. Il peut dire oui, j'ai reçu votre congé qui m'intime, voilà, de libérer les lieux dans ce, mais je m'oppose formellement à cette demande-là pour telle raison, telle raison. S'il y a une contradiction, c'est au juge maintenant de vous départager. Maintenant, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, vous avez droit au renouvellement. Si on vous refuse le renouvellement, on doit vous payer ce qu'on appelle une indemnité d'éviction. Si on vous fait sortir, malgré que vous avez droit, le propriétaire doit vous payer une indemnité d'éviction qui doit pouvoir correspondre au préjudice, au dommage que vous avez subi du fait qu'on vous ait fait sortir de la maison. Donc vous pouvez d'un commun accord avec le preneur, avec le propriétaire, déterminer le montant de l'indemnité d'éviction qu'il doit vous verser. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous saisissez le juge pour que le juge puisse apprécier le préjudice. Vous avez droit, on vous a quand même fait sortir, vous avez subi un dommage, il faudrait quand même qu'il répare le dommage que vous avez subi. C'est ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction, mais il y a 2 situations ou 3 dans lesquelles l'indemnité d'éviction, même quand on vous fait sortir, on ne peut pas vous payer l'indemnité d'éviction. C'est lorsqu'on vous fait sortir pour des motifs graves. Les motifs graves consistent justement, par exemple, au fait que vous ne payez pas les loyers régulièrement. Une personne qui ne paye pas les loyers régulièrement ou qui ne paye pas les loyers, qui a des arriérés de loyers, vous ne pouvez pas prétendre au renouvellement de votre bail. Donc c'est naturel qu'on vous fasse sortir sans que vous n'ayez droit à l'indemnité d'éviction. Ou lorsqu'on parle de manière générale d'inexécution du contrat ou de mauvaise exécution du contrat, je l'ai rappelé tout à l'heure, on vous donne les lieux pour exercer par exemple une activité commerciale, vous prenez, vous transformez ça en un lieu de prostitution par exemple. Il y a un problème d'exécution des clauses du contrat, on peut décider de vous faire partir sans que vous n'ayez droit à l'indemnité d'éviction. Ou lorsque le propriétaire veut démolir, veut casser l'endroit pour reconstruire, en ce moment-là, il peut vous faire sortir sans indemnité d'éviction. Mais là également, s'il finit de reconstruire, vous avez un droit prioritaire pour revenir au cas où il voudrait mettre la maison en location. Voici quelques situations dans lesquelles l'indemnité d'éviction n'est pas due. Si vous voulez faire des travaux, comme je l'ai dit, vous avez l'obligation d'abord premièrement d'informer la personne qui se trouve dans le lieu et essayer de voir est-ce que ces travaux ne vont pas impacter avec l'activité. Il s'agit juste, ce n'est pas une démolition dans la perspective de reconstruire, c'est juste des travaux d'extension que vous voulez faire. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin que la personne quitte les lieux si les travaux peuvent se faire et qu'il pourra rester dans les lieux. Au cas où les travaux d'extension nécessitent obligatoirement que cette personne puisse libérer les lieux, en ce moment-là, la personne doit pouvoir libérer les lieux, mais à condition, lorsque vous finissez les travaux, cette personne doit pouvoir être réintégrée automatiquement dans les lieux d'un commun. D'accord, vous ne pouvez pas faire sortir la personne motif que vous avez des travaux à faire, vous finissez les travaux, vous mettez la maison à location, vous donnez ça encore à une tierce personne.